Jeudi 20 février 2025, c'est l'heure des informations sur AC2 Télévision. Bienvenue dans ce journal, tout de suite les titres. Au sommet de l'actualité, le gouvernement béninois a adopté hier en Conseil des ministres de nouvelles mesures pour la reconnaissance des diplômes médicaux et paramédicaux obtenus à l'étranger. Le FESPACO s'ouvre le samedi 22 février prochain. Cette année, plusieurs films béninois sont en compétition, dont Ni chaîne ni maître, un long métrage du réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou. Et puis vous aurez dans cette édition un reportage portrait sur un jeune étudiant atteint de déficience visuelle, mais qui poursuit avec détermination ses études à l'université d'Abomey-Calavi. Le gouvernement béninois a instauré un dispositif spécial d'évaluation et de renforcement des compétences pour certains professionnels de la santé afin de prévenir les erreurs médicales. Cette décision a été prise en Conseil des ministres du 19 février 2025. Le point avec le porte-parole du gouvernement. Disposition particulière transitoire. Applicable pour la reconnaissance de l'équivalence des diplômes des établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l'équivalence de diplôme. Il a été constaté ces dernières années dans la sous-région une prolifération d'établissements privés de formation médicale et paramédicale aux performances peu rassurantes. À cet effet, le gouvernement avait dû adopter le 18 octobre 2023, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'études des équivalences de diplômes qui, en son article 6, restreint l'obtention de l'équivalence des diplômes de médecine et des formations paramédicales délivrées par des établissements privés à une liste dérogatoire fixée par décret. Par la suite, il a été validé une liste des établissements privés dont les formations dans ces domaines peuvent faire l'objet d'équivalence au Bénin. À la date d'aujourd'hui, on dénombre au moins 16 médecins, 157 sages-femmes et 2097 infirmiers béninois titulaires des diplômes délivrés par les 10 établissements et dont les requêtes pour l'obtention de l'équivalence sont en attente, non compris ceux qui avaient déjà pu en bénéficier. Aussi, dans le but de prémunir les populations contre les erreurs médicales aux conséquences irréversibles constatées par endroit, le gouvernement a-t-il décidé de mettre en place un dispositif spécial d'évaluation et de renforcement de compétences des diplômés concernés afin de les habiliter à exercer au Bénin. Il permettra, à l'issue de cette évaluation, d'organiser, pour ceux dont l'admissibilité est évidente, des sessions de renforcement de capacité sous forme de modules de cours théoriques et de stages pratiques sur une période d'1 an dans des établissements de santé et sanctionnés à la fin par un certificat d'aptitude. Sont concernés par ce dispositif les professionnels de santé ayant déjà obtenu leur diplôme dans ces établissements privés étrangers de formation aux professions de santé ne figurant pas sur la liste des établissements privés étrangers dont les diplômes sont directement éligibles à la demande de reconnaissance de l'équivalence de diplôme. Les étudiants ayant commencé leur formation en sciences de la santé dans les 10 établissements avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les ministres concernés sont instruits de prendre les mesures à même de garantir une conduite rigoureuse et efficace de ces sessions d'évaluation et de renforcement de compétences. Isidore Meyi, un jeune homme de 28 ans, est un étudiant pas comme les autres. Atteint de déficience visuelle, il poursuit avec détermination des études de licence en sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Suivez un extrait de son parcours scolaire dans ce reportage de Raouf Tosunon et Ostave Kakou. L'université d'Abomey-Calavi, la première et la plus grande du Bénin. C'est ici qu'étudie Isidore Meyi. Isidore, âgé de 28 ans, est atteint de déficience visuelle depuis l'enfance. Et pourtant, il poursuit ses études en 2e année de sociologie et anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi. Pour arriver à ce niveau, il a dû s'adapter à beaucoup de contraintes et dans son parcours, le primaire a été très déterminant. Et au primaire, les enseignants sont déjà informés et formés de la situation. Donc, ils connaissent notre écriture
qu'on appelle le braille. Et voici les instruments avec lesquels nous les écrivons. Ceci, c'est la tablette. Et il faut dire que nous mettons la feuille à l'intérieur comme ça. Et puis, on ferme. Une fois la feuille à l'intérieur, nous fermons. Et puis, ceci, on l'appelle poinçon. Ça, c'est notre écritoire. Et chez les voyants, c'est bic là-bas. Nous, quand vous avez ceci et que vous ne le perdez pas, vous pouvez terminer votre cursus scolaire avec. Après avoir vécu dans un cadre très épanouissant avec des amis du même handicap, Isidore va découvrir un autre monde au collège. Car cette fois-ci, il n'y a pas d'enseignant spécialiste des non-voyants et il va devoir se faire de nouveaux amis sans handicap visuel qui pourront l'aider. Une fois le CEP obtenu, on nous intègre dans un collège à Parakou, le CG Zongo 2 de Parakou. Mais cette fois-ci là-bas, nous sommes mélangés avec les voyants. Parce qu'on ne peut pas prendre des professeurs particulièrement pour nous, pour éviter peut-être les dépenses. Donc, on nous mélange avec les voyants. Donc, déjà, à partir de la classe de 6e, nous sommes déjà habitués avec les voyants. Nous sommes ensemble. Le professeur dispense son cours et puis nous suivons comme les autres. Maintenant, à ce niveau, pour prendre note, c'est différent par rapport au primaire parce que le professeur ne connaît pas notre écriture. Maintenant, on ne peut pas forcément dire qu'on va former les professeurs là-bas pour ça parce que il y a les affectations qui viennent. Donc, le professeur écrit le cours au tableau pour ceux qui les mettent au tableau. Et puis, on sollicite maintenant l'aide des camarades qui nous dictent les cours. Et nous les écrivons dans notre écriture, braille. Les examens ici ne sont pas pareils comme au primaire. Ces copies passent par plusieurs mains avant qu'il n'aie sa note. En ce qui concerne la composition au collège, il y a des personnes spécialisées qui sont recrutées pour ça là-bas, où eux autres maîtrisent l'écriture braille. Une fois que nous composons, que ce soit les interrogations, les devoirs, on les convoie les copies dans leur bureau. Eux autres, ils transcrivent les copies en écriture noire. Ils transcrivent avec le bic et retournent maintenant au professeur afin que le professeur puisse lire ce que nous avons écrit pour maintenant juger notre capacité intellectuelle. Alors, une fois le bac obtenu, nous intégrons l'université, puisque ce n'est pas étrange pour nous de rester avec les voyants. Donc, nous restons aussi dans les mêmes amphis que les voyants ici. Isidore poursuivit jusqu'à l'obtention de son bac et s'installe à l'université d'Abomey-Calavi pour une nouvelle aventure. Il loge dans les résidences universitaires pour suivre les cours. Je l'annonçais en titre, le FESPACO 2025 s'ouvre dans 3 jours à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Plusieurs films béninois sont sélectionnés cette année dans diverses catégories. Le long métrage Nichel ni Maître du réalisateur franco-béninois Simon Moutaïrou est en compétition dans la catégorie diversité. C'est une fiction qui aborde toute une variété de sujets. Je vous propose d'écouter les explications du réalisateur. Il est interrogé par visioconférence. Nichel ni Maître, c'est un film de fierté. C'est un film qui raconte comment, il y a 4 siècles, au temps de l'esclavage, un père et sa fille ont brisé leur chaîne, ont affronté l'ordre colonial. Ils ont eu ce courage insensé, cette puissance. Et moi, je voulais leur rendre hommage. Je voulais montrer au monde entier, aux spectateurs du monde entier, le courage de ceux qu'on appelait les marrons, ceux qui s'enfuyaient des plantations. En fait, en 2009, j'étais à l'île Maurice et je me suis retrouvé au sud-ouest de l'île Maurice. Et une vieille dame créole, mauricienne, mais qui aurait presque pu ressembler à une de mes tantes à Porto Novo, m'a raconté l'histoire du Morne Brabant. Et c'est cette montagne où les fugitifs se réunissaient année après année et où ils ont monté une contre-société. On a appelé ça une république des esclaves.
Et voilà, c'est fort. C'est fort. Je me suis souvenu d'Haïti, ce pays où justement les marrons ont pris la tête d'un pays, ont affronté l'armée française, ont réussi à conquérir pour eux-mêmes et pour leur peuple un territoire propre. Donc toute cette force-là, j'ai voulu la mettre dans le film. Le film est sorti le 18 septembre 2024 en Europe, 8 novembre 2024 en Afrique de l'Ouest et le 3 février 2025 aux États-Unis. Le FESPACO, pour moi, c'est vraiment un des plus grands festivals du monde. Et tout le continent, voire le monde entier s'y retrouve pour célébrer le cinéma. Je suis très fier que Nichen Nimetre soit sélectionné. Je suis très fier qu'il y ait autant de films béninois cette année. Je crois que c'est un record. Donc voilà, 229 dans le sang. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle vague du cinéma béninois. Et vraiment, je pense que ce n'est que le début. Après l'amour, ce n'est pas la guerre, dit-on. Mais il arrive qu'après une séparation amoureuse, certains estiment qu'il faut reprendre les cadeaux qui ont été offerts au cours de la relation. Je vous propose d'écouter l'élément suivant, réalisé par Shekina Tadjaro et Jacob Avossettier sur la question. Ouais, je vais réclamer. En tout cas, c'est possible. Je vais réclamer avec intérêt. Les échanges de cadeaux dans une relation amoureuse sont souvent considérés comme un gage d'amour, de tendresse et d'affection pour son ou sa partenaire. Offrir des cadeaux permet de renforcer la connexion émotionnelle entre deux personnes car cela permet de créer des souvenirs partagés et des moments de joie. Mais il arrive qu'après une rupture amoureuse, certains conjoints demandent à récupérer les cadeaux qui ont été offerts au cours de la relation. Est-il acceptable de réclamer les cadeaux qui ont été offerts après une rupture amoureuse? Certains citoyens se sont prononcés sur le sujet. Ça, c'est impossible parce que je lui ai donné ça parce que je l'aimais. Et puis maintenant, c'est fini entre nous. Pourquoi réclamer ce que je dis? Non, pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que au cours de la relation, tu l'as offert quelque chose. C'est que ça vient du cœur, quoi. Et maintenant, tu réclames parce que vous n'êtes plus ensemble là. Ça veut dire que tu ne l'as jamais aimé. C'est pas authentique, quoi. Parce que ce que tu as donné, c'est que tu as donné avec le cœur. Tu as donné, puis c'est fini. Tu oublies ça et tu passes à autre chose. Pourquoi réclamer? C'est pas la peine. Quand tu le donnes, c'est pas générosité, pas amour que tu lui as donné le cadeau. Donc c'est plus la peine de réclamer encore le cadeau. Si tant que tu l'as aimé en temps, c'est plus la peine. Peu importe le motif, on ne réclame pas. Tu l'as fait en temps, pas l'amour. Sauf si tu l'aimais pas, même si tu l'aimais pas, tu ne dois pas réclamer. C'est pas générosité en fait. Si pour certains, il est hors des questions de réclamer les cadeaux offerts, d'autres par contre pensent qu'il est nécessaire de les réclamer, surtout lorsqu'il s'agit d'objets coûteux. Je réclame parce que j'ai donné et l'argent c'est pas regarder là et prendre. J'ai donné avec tout l'amour possible et si jamais me fait quelque chose de très très mal, alors je réclame tout. Par exemple, il fête son anniversaire puis il l'a offert et il m'a fait quelque chose et puis on a rompu. On n'est plus ensemble. Dans ce cas, je vais réclamer. C'est possible de reprendre les cadeaux. Et en plus, ça dépend de ce que le ou la partenaire a fait. Celle avec qui moi j'étais, quand on a eu une petite dispute là et quand on a rompu ensemble, moi j'ai pris tous mes cadeaux parce que en griffe, elle m'a trompé avec mon meilleur ami et ça m'a vraiment énervé à tel point que j'étais obligé de prendre mes cadeaux. Donc il y a aussi certaines personnes qui le font juste par colère, par effet de jalousie, ils se disent bon, tu m'as trompé, tu m'as fait telle chose, quand tu m'as fait ça, je suis obligé de reprendre mes cadeaux. Et à la fin, quand ils trouvent un point d'entente, ils sont obligés de retenir les cadeaux. Mais si la discussion commence, ils prennent encore les cadeaux. Donc pour ma part, en tout cas, moi je pense que c'est obligatoire de reprendre les cadeaux que vous aviez offerts à votre partenaire après une dispute. Après une rupture amoureuse, surtout lorsque celle-ci ne s'est pas terminée sur de bons termes, certains partenaires sont souvent tentés de réclamer l'ensemble des cadeaux qui ont été offerts au cours de la relation. D'un côté, il existe des arguments en faveur de la possibilité de récupérer certains objets, surtout lorsqu'il s'agit d'objets symboliques, tandis que de l'autre côté, cela pourrait être perçu comme un comportement inapproprié.
Voilà qui met un terme à ce périple informatif. Retrouvez désormais sur AC2 Télévision en direct la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h et à 7h du matin. Merci de nous avoir suivis.